Voilà, c'est bon. Bon après-midi tout le monde, ou bonsoir en France, bon après-midi au Québec. C'est notre neuvième cours déjà, ça veut dire avant-dernier cours, avant la fin de la session, pour notre série de 10 cours. Donc, on avait la dernière fois terminé d'expliquer les obstacles à la méditation, puis les antidotes. On avait tout expliqué. Donc, aujourd'hui, on va continuer. Il nous reste encore beaucoup de choses à voir, mais on va voir un peu l'essentiel de ce qui restait à voir ensemble. Puis au prochain cours, on va plus voir la sagesse. Comme aujourd'hui, on va voir la 10e étape, parce que c'est ça, on va parler aujourd'hui des 9 étapes vers le calme mental. Donc, jusqu'à l'étape ici, c'est la 9e. Puis après, donc, il y a la 10e étape ici, c'est l'atteinte du calme mental qu'on va expliquer. Puis au prochain cours, ben, l'autre étape qui reste en haut, la sagesse. Donc, c'est elle qu'on expliquera au prochain cours. Donc, on va commencer comme d'habitude, c'est par une première méditation. C'est juste vous asseoir confortablement, le dos droit si possible. Donc, avec votre bonne motivation, bonne intention de cultiver comme ça le calme intérieur. Grâce au calme mental, notre esprit devient plus serein. Donc, c'est quand on s'exerce comme ça à développer l'attention et la vigilance. Donc, après ça, c'est dans notre vie quotidienne, ça sert tout le temps. Notre esprit, on est plus conscient de nos pensées, nos émotions. Donc, plus facile de cheminer vers le bonheur grâce à ça. Donc, c'est comme ça on peut cheminer. Aujourd'hui, on va parler des 9 étapes, comment on chemine réellement vers le calme mental. Donc, finalement, c'est en appliquant les antidotes aux obstacles. Et on va expliquer qu'est-ce que représente chacune des étapes, c'est quoi les caractéristiques de chacune des étapes. Donc, on va commencer par notre première période de méditation. Long be yu la ye wa shi she shi yang da dun la zu xin zhi ba yi shi ni la gong su tu de wei la mu tu yu la ke wa jin ji lu long be yu la ye wa shi she shi yang da dun la zu xin zhi ba yi shi ne lang dong sun tu zhe wei la mu tu yu la ke wa jian ye lu lo bei yu la ye wa shi xie xi yang da dong la zi xin zhi ba yi shi ne lang dong sun tu zhe wei la mu tu yu la ke wa jian ye
c'est bon, tout le monde. OK. Donc, on va parler aujourd'hui, comme on parlait tout à l'heure, des 9 étapes vers le calme mental. En fait, le calme mental, on dit que c'est l'état où ce que notre esprit est complètement pacifié, que toutes les formes d'agitation, de relâchement, tout ce qui fait obstacle à la concentration, à la paix intérieure est pacifié. En langue tibétaine, on dit chiné. C'est en langue sanskrit comme shamatha, OK? C'est en langue tibétaine, on traduit par chiné. Donc, la première syllabe, chi, vient du mot shiwa, qui veut dire la paix, mais ça veut dire demeurer. Donc, la demeure dans la paix, la demeure dans l'état intérieur. C'est sûr que dans la philosophie bouddhiste, on parle de, quand on dit que trouver la vraie paix, c'est trouver le nirvana ou la libération. Donc, c'est le mot en tant que tel, c'est le même mot en tibétain, le shiwa, la paix, mais on ne parle pas de la même paix ici. Quand on appelle le nirvana, c'est une paix qui est vraiment comme authentique ou vraiment permanente. Alors que le calme mental, c'est un état qui sert de base pour atteindre la libération, le nirvana, mais c'est pas la paix permanente. C'est quelque chose qu'on peut entretenir, qu'on peut garder longtemps, oui, si on l'entretient, mais c'est pas un état où les perturbations mentales ont été arrêtées. C'est juste que les perturbations mentales ont été calmées, donc elles ne sont plus manifestes, mais leur racine est vraiment toujours là. C'est seulement en enlevant la racine des perturbations mentales qu'on obtient la vraie paix, dans le nirvana. Mais quand même, ça nous prend le calme mental comme fondation pour pouvoir développer la sagesse qui va nous permettre de réaliser la paix véritable ou le nirvana. Donc, pour arriver à ce calme mental-là, il y a comme le dessin représente les étapes de progression qui sont présentées dans les sutras, dans le texte de Maitreya. Il explique justement, il donne le nom de chacune de ces étapes-là. Et après, il les décrit aussi. Fait comme si on commence par le bas, la première étape vers le calme mental, ben, à chaque étape, il y a le moine, qui est le méditant. Donc, c'est comme nous. Si on voudrait, on pourrait juste changer, mettre notre photo à la place, si on voulait plus s'identifier avec le personnage. Donc, le méditant, c'est nous. Son esprit, c'est l'éléphant. Puis, comme on avait vu, ben, la noirceur sur l'éléphant, c'est le relâchement. La noirceur sur le singe, c'est l'agitation. Dans ses mains, il tient les deux objets, la corde qui est l'attention, la pleine conscience, le genre de bâton crochet qui est la vigilance. Donc, c'est ce qui est représenté principalement. Puis, c'est ça, on avait expliqué aussi que le feu représente la vigueur avec laquelle je dois mettre de l'attention, de la vigilance pour surmonter les obstacles à la méditation. Fait que plus on commence, le feu est gros, puis plus on avance, le feu diminue pour arriver à la 6e étape. Donc, 7e étape, il y a, juste en haut ici, il n'y a plus de feu qui est là. Donc, pour les dernières étapes, 7, 8 et 9, il n'y a plus de feu. Donc, l'attention, la vigilance, on n'a plus besoin de faire d'efforts pour les développer. Mais ici, il y a le feu encore à la 11e étape. Pourquoi le feu réapparaît à la 11e étape? C'est que là, c'est différent. C'est que là, on a atteint le calme mental, mais là, on fait preuve d'attention, de vigilance pour comprendre la nature des choses, comprendre la vacuité, comprendre le non-soi qui va nous libérer du samsara. Donc, c'est pour ça que le feu est rallumé là-bas. C'est pas parce qu'on a perdu le calme mental ou qu'il faut faire des efforts pour atteindre le calme mental. Non, c'est déjà installé en nous, mais on les utilise, l'attention, la vigilance, pour un autre objectif. Donc, la première étape, en bas, on l'appelle le placement de l'esprit ou le placement intérieur de l'esprit. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est que pour atteindre le calme mental, il faut arrêter l'esprit incontrôlé vers l'extérieur. Notre esprit est continuellement incontrôlé, continuellement dirigé, agité, dispersé vers l'extérieur. Donc, on a une agitation vraiment très grande par rapport aux 5 objets des sens. En fait, c'est ce qui nous empêche de maintenir une bonne éthique parce que notre agitation fait qu'on tourne beaucoup notre conscience vers l'extérieur, puis on développe l'agitation mentale, puis l'attachement à certaines choses. Donc, en étant attaché à ces choses-là, donc après, on va pouvoir faire des actions qui sont nuisibles pour nous, nuisibles pour les autres, etc. Donc, ça, c'est à cause d'une incapacité à maîtriser nos consciences sensorielles. Puis ça vient justement de la dispersion d'esprit, de l'agitation. Dans la première étape, pour trouver la paix intérieure, qui va faire que notre esprit va être moins agité vers l'extérieur, c'est d'essayer de le placer à l'intérieur. Donc, au départ, c'est sûr que c'est extrêmement difficile parce que notre esprit a toujours été habitué d'être comme le singe, de suivre l'agitation mentale. Donc, il n'y a aucune capacité à se retourner vers l'intérieur et à se poser tranquille. C'est comme si on prenait un hamster, un écureuil ou un singe ou un jeune enfant qui est tout excité.
on le dit, viens t'asseoir pour méditer, ben, c'est sûr qu'après, il s'assoit 2 secondes, puis tout ça, tu es déjà levé pour aller jouer à d'autres choses. Donc, c'est très difficile. Mais pourtant, plus qu'on va être capable d'appliquer les antidotes aux différents obstacles, donc plus qu'on va être capable de calmer notre esprit vers l'intérieur, de trouver la concentration et le calme mental. Donc, la première étape, c'est ça, il s'appelle le placement intérieur parce que avant, on n'avait pas pris le temps de placer notre esprit à l'intérieur. On l'avait toujours dispersé vers l'extérieur. Donc, de juste faire l'effort comme ça, de le maintenir à l'intérieur, de le placer sur un objet, comme on devait parler, par exemple, si je prends l'image du Bouddha ou que je prends un autre objet. Donc, de garder mon attention sur ça. On le sait que quand on commence, c'est très difficile. Notre esprit n'arrive pas à demeurer sur l'objet. Soit qu'il y a trop de relâchement, trop de léthargie ou de noirceur qui fait qu'on ne voit pas du tout l'objet, ou soit qu'on essaie de le voir, de rester dessus, mais là, on pense à d'autres choses, ou nos sens nous agitent, ou nos pensées nous agitent, donc on n'arrive pas à rester dessus. Donc, juste de faire cet effort-là, de rester sur l'objet à l'intérieur, même si on n'arrive pas à rester longtemps, c'est quand même s'exercer à la première étape, de placer l'esprit à l'intérieur. Donc, si on ne fait pas ça, donc on n'arrivera jamais à la deuxième, la troisième et encore moins aux étapes ultérieures. Donc, pour arriver à trouver le calme mental, il faut commencer à placer l'esprit sur un objet. Donc, l'objet peut être l'objet de notre choix, comme on avait dit, mais de le placer sur un objet à répétition, un objet qu'on a choisi puis qu'on prend toujours le même, ça va beaucoup faciliter notre atteinte du calme mental parce que de changer continuellement d'objet va faire que notre esprit va toujours penser à d'autres choses, toujours de dire je vais prendre un autre objet, un autre objet, un autre objet. Donc, on n'arrivera pas à vraiment calmer notre esprit de cette façon-là. Et c'est vraiment en choisissant un objet, puis en le maintenant dessus, puis en le gardant toujours en répétition, en se familiarisant toujours avec le même objet. Donc, si on est comme ça, on est déjà très inspiré par l'enseignement du Bouddha, par exemple, que pour nous, le Bouddha nous inspire, bien, de prendre le corps du Bouddha comme objet de méditation, ça va être non seulement inspirant, mais ça va être pour nous c'est ça quelque chose qui va vraiment nous aider. Donc, peu importe l'objet, mais il faut que ce soit quelque chose qui est inspirant pour nous. Donc, quelque chose qui va vraiment nous apporter un bienfait. Comme Shantideva, dans son texte de la marche vers l'éveil, lui, quand il parle de son objet de méditation, il parle de quoi? Il parle de l'attitude tournée vers les autres, l'attitude de délaisser l'attitude égocentrique, puis de tourner son esprit dans l'amour, la compassion pour les autres. Donc, lui, son objet de méditation, c'est l'attitude tournée vers les autres. Il y a plusieurs objets de méditation possibles. Mais pour nous, en tant que débutants, peut-être ce qui est le plus facile, c'est de prendre un objet tel qu'une image de Bouddha ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui est recommandé dans les textes. Donc, il y a la première étape comme ça qui s'appelle le placement de l'esprit. Mais comme on peut voir à la première étape, le méditant n'a aucun contrôle sur son esprit, donc l'esprit part dans toutes les directions. Mais ça, c'est justement à cause que les obstacles n'ont jamais été travaillés. On a toujours laissé le libre cours aux obstacles, donc ils sont très forts en nous, donc on n'arrive pas à garder l'esprit placé plus que quelques instants. Donc même si on arrive à placer l'esprit un peu, on voit notre objet, on le concentre, mais on part ailleurs, ou arrive une léthargie, une noirceur, une torpeur, ou sommeil, ou quoi que ce soit. Donc, c'est très difficile d'arriver à ce niveau-là. Donc en fait, plus qu'on va avancer sur le chemin, plus que ça va être facile. Au départ, c'est un peu décourageant parce qu'on n'arrive pas à rien faire du tout ou presque. Là, on se dit, ah, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Mais pourtant, si on fait des efforts, ça va toujours aller de plus en plus facile. Comme on peut le voir sur l'image, le feu diminue. Ça veut dire que la vigueur, l'intensité qu'on en met, c'est de moins en moins. Donc, ça devient de plus en plus facile. Il y a de moins en moins d'obstacles. Donc, c'est juste qu'au départ, il faut être courageux, il faut persévérer, avoir l'effort joyeux dans ça parce que c'est là que les obstacles sont les plus importants. Donc, la première étape, le placement de l'esprit, nous permet de, justement, juste placer notre esprit à l'intérieur plutôt que de laisser se disperser à sa guise à l'extérieur. Donc, c'est ce qui nous permet ensuite, par cet exercice-là, d'arriver à un état un peu mieux, qui est la deuxième étape. Donc, on voit juste après la courbe, là, donc juste ici la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est encore, le méditant est très loin de son esprit, dans le sens qu'il n'y a pas encore de vraie maîtrise dessus, mais quand même, il se rapproche un peu, puis aussi les obstacles ont diminué un peu. Donc, parce que les obstacles ont diminué un peu, parce qu'il a fait preuve d'exercer un peu son attention et sa vigilance, donc il atteint la deuxième étape, qui est le placement continu. On l'appelle placement continu pour la simple raison que, par rapport à la première étape, c'est un peu plus long. Donc, le placement qu'il a fait au début, qui a duré quelques instants, qui n'était pas capable de rester plus que quelques instants, il a été capable de le continuer pour une certaine période. Fait que là, maintenant, il est capable de rester plus longtemps. Donc, comme ça, on l'appelle le placement continu.
Donc, si on était capable de rester juste quelques secondes, par exemple, donc, à la première étape, peut-être qu'à la deuxième étape, on est capable de rester 1 minute ou 2 minutes, quelque chose qui va être plus long. Donc, c'est sûr que si on allait vraiment plus en détail encore, on pourrait subdiviser la première et la deuxième étape en plus de catégories. C'est une plus petite continuité, une moyenne continuité, une grande continuité. Donc, comme ça, on représente 9 étapes comme ça pour nous aider à comprendre, mais en tant que tel, il y aurait beaucoup plus d'étapes qu'on pourrait mettre, bien sûr. Donc, c'est ça. La deuxième étape s'appelle le placement continu. Puis là, c'est ça, on voit l'agitation, le relâchement qui ont diminué. Après, on arrive à la troisième étape. Quand on a réussi à avoir une continuité, ça veut dire que les obstacles maintenant diminuent, puis notre attention, vigilance s'améliore. À la troisième étape, là, on voit que le méditant s'est beaucoup rapproché de son esprit, puis là, il a passé la corde autour de la tête de l'éléphant. Donc, il a passé la corde autour de la tête de l'éléphant, ça veut dire que maintenant, son attention est plus efficace. Avant, il avait la possibilité d'être attentif, oui, il avait la corde de l'attention, mais il n'arrivait pas à attraper l'éléphant fou de son esprit, qui était comme très loin derrière. Donc, maintenant, la troisième étape, on appelle cette étape-là le replacement. Pourquoi on l'appelle le replacement? C'est que l'esprit qui oublie, comme on avait dit avant, l'oubli, c'est comme à cause de quelque chose qui nous agite, quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui nous distrait, quelque chose qui est source de perturbation mentale. Donc, plutôt que rester concentré à l'intérieur, notre esprit s'en va ailleurs. Donc, par exemple, c'est principalement, comme on avait expliqué avant, c'est l'agitation mentale qui nous dérange le plus au début. Puis l'agitation mentale, c'est un facteur mental qui est associé au désir-attachement. Puis nous, essentiellement, principalement, en tant qu'être ordinaire, dans le monde du désir, on est plus attaché aux objets des 5 sens. C'est pour ça qu'on voit sur l'image les différents symboles, les fleurs, les tissus, les fruits, la musique, toutes ces choses comme ça, le miroir pour représenter les 5 objets des sens qui sont les sources principales de notre agitation mentale. Donc, comme ça, quand on va vouloir trouver le calme intérieur, par exemple, la paix qu'on peut trouver ou le sentiment de bien-être qu'on peut trouver par l'atteinte d'un état de concentration intérieure est beaucoup plus grand que le bien-être ou le plaisir ou le bonheur qu'on va expérimenter en expérimentant les 5 objets des sens. Mais notre conscience, elle, ne comprend pas ça. Donc, plutôt que de chercher à faire des efforts pour trouver la paix dans la méditation, bien, elle trouve ça plus facile ou plus attirant d'aller chercher le plaisir ou le bonheur temporaire de trouver les objets des 5 sens. C'est par exemple, si quelqu'un lui offre la possibilité, mettons, vous avez un petit peu faim ou un petit peu soif ou quelque chose, puis tu sais, pendant votre méditation, quelqu'un vous approche, il met une tasse de bon café frais avec un morceau de gâteau au chocolat devant vous, OK? Notre esprit comme pas le goût de rester à l'intérieur, il veut aller à l'extérieur manger son gâteau de chocolat, il veut aller quelque chose à l'extérieur. Ça nous montre comment notre esprit est très attaché aux objets des sens. Mais réellement, le plaisir ou le bonheur qu'on peut trouver par l'état de concentration méditative est beaucoup plus grand. Notre esprit, lui, il comprend pas ça. Il est trop agité, trop voilé par le désir-attachement. Donc, il se laisse facilement distraire par ça. Puis après, on sait ce que le désir-attachement fait dans notre vie. Donc, à cause qu'on est trop attaché aux choses, bien là, je veux avoir ça. Pour avoir ça, bien là, il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille travailler, donc ça va me demander beaucoup de temps. Après, je suis fatigué. Donc après, même ce que je veux avoir, je suis tout le temps en profiter parce que j'ai passé tout mon temps à les travailler pour l'avoir. Donc, c'est ça que le désir-attachement nous fait. Après, donc, quand on est attaché aux choses, bien, ce qui arrive, c'est que comme toutes les choses sont impermanentes, par exemple, maintenant, ce qui arrive au Québec, je ne sais pas si en France, vous savez, mais au Québec, il y a beaucoup d'inondations, il y a beaucoup de problèmes d'eau. Donc, maintenant, je suis attaché à ma maison. Donc, si ma maison est inondée, ça va me faire souffrir. Si je suis attaché à ma voiture, ben, ma voiture se fait voler ou se fait briser ou quoi que ce soit, ça va me faire souffrir aussi. Donc, c'est ça que fait l'agitation mentale et l'attachement. C'est vraiment, il perturbe beaucoup notre bonheur. Alors qu'on pourrait trouver un plus grand bonheur dans le bien-être intérieur procuré par la méditation. À cause qu'on est voilé par l'agitation, le désir-attachement, ben, on préfère ou inconsciemment, on cherche un peu à trouver ce bonheur-là à l'extérieur. Donc, comme ça, par la pratique comme ça, donc là, on va trouver vraiment un bonheur plus grand à l'intérieur. Donc, la troisième étape s'appelle le replacement parce que là, quand l'esprit oublie justement, puis qui est amené à être agité ou distrait sous l'influence d'une perturbation, bien là, l'attention est capable d'être appliquée avec plus de force. Puis là, il se rend compte, oh, mon esprit est en train d'oublier. Mon esprit est en train d'être distrait par ça. Mon esprit est en train de
tomber dans telle émotion, dans telle pensée. C'est comme, par exemple, si, si par exemple, je suis pas encore à la troisième étape, par exemple, quand mon esprit part dans l'émotion d'attachement ou de colère ou de jalousie ou de n'importe quelle émotion, donc, je m'en rends pas compte, puis je suis le pouvoir de l'émotion, je tombe sous son influence, puis je vais vivre l'émotion à son plein pouvoir. Donc, je vais tomber dans l'émotion. Puis plus tard, après avoir vécu cette émotion-là, je me rends compte, hey, j'ai été vraiment comme pris dans mon émotion. À la troisième étape, donc, je vais être capable de me rendre compte, oh, mon esprit est en train de tomber dans la jalousie, l'orgueil, l'attachement, la colère. Quelque chose, je suis en train de me rendre compte que l'esprit s'en va ailleurs, puis je le ramène intérieurement dans un état de paix intérieure, puis je laisse tomber ou je applique l'antidote à la friction mentale, à l'émotion négative. Donc, comme ça, c'est déjà, troisième étape, c'est déjà quand même très bon comparativement à ne pas arriver à cette étape-là. Première, deuxième étape, OK, ou avant de commencer la première étape. Donc, c'est sûr que notre esprit, on est vraiment soumis au pouvoir des perturbations mentales. Mais la troisième étape, même si ce n'est pas encore rendu quelque chose de vraiment extraordinaire, mais quand même, c'est déjà très bon. Vu que l'agitation et le relâchement ont diminué, vu que l'attention et la vigilance sont devenues plus grandes en nous, donc là, on est capable de se rendre compte quand notre esprit s'égare, se rendre compte quand notre esprit tombe sous l'influence d'une pensée. Par exemple, je suis en train de rester trop dans le passé, je suis en train de trop de m'inquiéter du futur. Oh, pourquoi je fais ça? Pourquoi je reviens dans le moment présent? Comme ça, notre esprit, on est capable de s'en rendre compte. Donc, comme ça, on est capable de le ramener intérieurement sur quelque chose de positif, donc de placer l'esprit. Donc, par exemple, dans la méditation, si vous méditez et que vous voyez que votre esprit est parti ailleurs, donc, à ce moment, on pourrait s'en rendre compte. Oh, mon esprit s'en va, moi, je le ramène aussitôt. Donc, ça, c'est la troisième étape, le replacement. Là, on voit aussi la tête de l'éléphant qui est tournée vers le méditant, vers l'arrière. Ça veut dire que là, le méditant est capable de mieux reconnaître son esprit. Avant, il ne s'en rendait pas compte, qu'est-ce qu'il faisait. Il était comme un peu comme soumis à lui. Maintenant, il est capable de plus s'en rendre compte. Et après, on a la quatrième étape, qui est le placement soutenu. Donc, on l'appelle placement soutenu parce que au départ, c'est sûr, on avait le placement, après ça, le placement continu, on replaçait quand on oubliait. Mais là, notre attention est rendue beaucoup plus forte, est rendue vraiment très forte. Donc, ce qui fait que maintenant, on ne va pas oublier. Donc, habituellement, à la troisième étape ou avant, on oubliait, puis soit qu'on ne ramenait pas ou qu'on ramenait. Mais à la quatrième étape, avant que l'esprit vraiment oublie, donc l'attention est appliquée avec plus de force, puis le méditant, la personne, laisse pas aller son esprit vers quelque chose qui va le perturber. Donc, par exemple, viendrait pour naître en moi une émotion ou comme quelque chose qui serait perturbateur, puis, oh, tout de suite, c'est identifié comme quelque chose de déplaisant, désagréable, nuisible pour moi, nuisible pour les autres, et tout de suite, je ne le laisse pas aller vers là, je le place, je le soutiens comme fortement en moi pour qu'il ne sombre pas sous le pouvoir de ces afflictions mentales-là. Donc, ça, c'est le placement soutenu. Donc là, on voit que le méditant est rendu plus proche encore de son esprit. L'esprit, l'éléphant, le singe, tout est rendu de plus en plus blanc. Ça veut dire que les obstacles sont de moins en moins grands. Le feu aussi diminue d'ampleur, de force, etc. Donc, celle-là, c'est le placement soutenu. Ensuite, cinquième, juste en haut de la courbe, donc on a la discipline, c'est là que ça s'appelle. Discipline. Donc là, maintenant, le méditant, on regarde sa position. OK, il a vraiment changé de position avec le singe. Le singe, c'était toujours le premier en avant, un peu comme s'il veut montrer ici que l'agitation, c'est ce qui se manifeste toujours le plus fortement premièrement. Puis le méditant était comme un peu en train d'essayer de maîtriser son esprit, mais il était comme un peu derrière. Maintenant, il est rendu beaucoup plus maître de son esprit. Donc là, il passe devant. Puis l'agitation qui se manifestait très fortement au début, maintenant, elle se manifeste très peu fortement, elle est rendue très faible. Donc, c'est l'agitation habituellement qui nous perturbe le plus au départ, mais en tant que telle, c'est elle qui diminue le plus aussi. C'est vraiment le relâchement qui va être l'obstacle plus difficile à défaire que l'agitation. Donc, il y a le méditant maintenant qui va plus encore utiliser sa vigilance parce que son attention est rendue de plus en plus développée. Donc, vous voyez que la corde avant sur laquelle
Avant, il n'était pas capable d'attraper l'éléphant. Après, il l'attrapait, mais l'éléphant tirait dessus. Maintenant, c'est lui qui est devant, puis c'est lui qui a du lousse sur la corde. Ça veut dire que maintenant, il y a beaucoup plus de maîtrise sur son esprit. Donc, les obstacles sont rendus beaucoup plus faibles. Donc là, on voit que sur l'éléphant, il y a plus que la moitié des obstacles qui sont diminués, autant sur l'éléphant, le singe, le lapin, etc. Donc maintenant, il y a une discipline. La discipline vient de quoi? Elle vient de avoir une profonde conviction dans les avantages du calme mental, avoir une profonde conviction dans les bénéfices qui proviennent de la concentration, comme j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, la personne qui est rendue là, c'est pour elle maintenant comme les objets des sens, le plaisir qu'elle procure comme ah, maintenant c'est pas intéressant comparativement avec le plaisir ou le bonheur ou le bien-être que je peux avoir par la concentration. Un peu comme par exemple, un peu comme nous, par exemple, la situation dans laquelle on est, ça ressemble un peu à une personne qui prend de la drogue pour être heureux, puis la personne qui se libère de la drogue pour être heureux. La personne qui est sous le pouvoir de la drogue, elle pense que son bien-être passe par la consommation, mais une fois qu'elle s'en est libérée et qu'elle a compris vraiment comment elle peut être plus heureuse sans prendre cette substance-là, donc après ça, elle se sent vraiment beaucoup mieux. De la même façon. Maintenant, nous, on est comme sous le pouvoir de la drogue des afflictions mentales ou des objets d'essence. On pense qu'ils sont en essence bons, OK? Donc là, on s'attache à ça puis on est agité. Mais une fois qu'on a perçu le bonheur, le plaisir, le bien-être qui peut être expérimenté par le pouvoir de la concentration, donc on perd intérêt pour courir comme toujours un peu agité après toutes sortes de choses, alors qu'on peut avoir un plus grand bonheur, un plus grand bien-être par d'autres façons. Un peu comme on pourrait dire aussi des gens qui sont des fois trop agités sur l'argent ou le matériel, donc ils vont passer tout leur temps à aller travailler pour faire plus d'argent, pour avoir plus de matériel, etc. Puis ils délaissent, exemple, les relations avec leurs proches, ils délaissent le repos, les activités plaisantes, les passe-temps, loisirs, etc. Mais une fois que la personne a compris que la vie, c'est pas seulement travailler, faire de l'argent, etc. Après ça, elle apprécie plus le temps passé en famille, le temps passé avec ses proches, etc. C'est un peu comme ça ici. Pour nous, c'est dur à comprendre parce qu'on n'est pas encore rendu là, mais pourtant, c'est le genre de réalisation qui se produit rendu là. Donc là, le méditant est devant, il observe bien son esprit avec vigilance, le petit crochet dans sa main. Après, il passe à la 6e étape, encore plus profonde, la pacification. Donc là, on dit que la pacification se produit parce que maintenant, le méditant, il a exercé beaucoup son attention et sa vigilance. Donc l'attention est vraiment très fortement établie. La vigilance devient de mieux en mieux. Puis les obstacles sont presque terminés. Donc maintenant, ils sont presque terminés parce que maintenant, le méditant est juste le fait de penser au défaut de l'agitation, au défaut du relâchement, au défaut des afflictions mentales, juste penser à ça comme ah, vraiment il renonce tout de suite, puis il met plus d'efforts encore dans la concentration, dans la méditation. Donc, ça devient de plus en plus facile. Puis tranquillement, donc, il atteint la 7e étape, la pacification complète. Là, on voit la pacification complète, il n'y a plus de noirceur sur le singe. Donc, ça symbolise ici que l'agitation est comme terminée, que le relâchement sur l'éléphant, donc la noirceur sur l'éléphant, est aussi presque terminé. Il reste juste un petit peu. Donc maintenant, il reste quelques obstacles à la pacification complète, mais ces obstacles-là sont rendus très subtils, puis le méditant, donc maintenant, s'efforce à tous les éliminer parce qu'il se rend compte de leur inutilité, puis leur pouvoir nuisible sur lui, etc. Donc, il les élimine de plus en plus. Puis, la pacification complète est un peu comparée aussi avec quelqu'un, par exemple, qui serait dans un combat avec, comme des fois, il y a un combat entre deux lutteurs ou quelque chose, OK? Donc, c'est ou le boxeur, mais quand il y a vraiment vers la fin du combat, il y a comme un des lutteurs ou un des boxeurs qui a l'air vraiment à dominer le combat. Donc, l'autre est comme presque en train de tomber, on le voit comme vaciller, mais l'autre est encore en pleine forme. Donc, même si le combat n'est pas vraiment terminé, mais on sait évidemment qui va gagner. Donc, c'est un peu comme ça. À cette 7e étape-là, donc, il y a encore des obstacles, mais il n'y a plus de doute que le méditant va les surmonter. C'est comme trop facile, il n'y a plus assez de force aux obstacles, donc le méditant est capable de facilement s'en libérer. Puis, donc, la pacification complète amène à la 8e étape, la 8e étape qui est la focalisation. À ce niveau-là, il n'y a plus aucun obstacle d'agitation de relâchement. C'est complètement terminé. La seule chose qu'il y a à la 8e étape, c'est le 4e obstacle à la méditation, qui est, en fait pas le 4e, le 5e, qui est l'excès d'application.
Donc là, tout ce qu'il faut appliquer pour arriver à atteindre la 9e étape, c'est l'équanimité d'application. Donc, parce qu'on était trop habitué d'appliquer les antidotes à nos affections mentales, puis à notre agitation, notre relâchement. Donc, le méditant est comme encore dans cette genre d'énergie-là. Un peu comme quand on a couru longtemps. Après ça, après avoir couru, notre cœur, il pompe encore, mais il n'y a plus besoin de pomper parce que maintenant, on ne fait plus un effort physique, mais le cœur, ça y prend un temps après ça à revenir au calme. Donc, c'est un peu comme ça, notre esprit est trop comme absorbé dans le fait de fournir un effort pour appliquer des antidotes, mais il n'y a plus besoin. Donc, c'est la 8e étape comme ça, qui est la focalisation, qui reste juste à appliquer le 8e antidote. Puis, en appliquant le 8e antidote, c'est ce qui permet d'atteindre la 9e étape, qui est l'équilibre méditatif. Donc, l'équilibre méditatif est atteint à la 9e étape. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus aucun obstacle. Maintenant, tous les 5 obstacles ont été complètement éliminés. Donc, les 8 antidotes ont été complètement appliqués. L'esprit est spontanément en équilibre méditatif. Il n'y a plus d'effort à fournir. Donc, l'esprit peut être durant des heures absorbé sur son objet sans aucun effort, sans difficulté, pendant des jours aussi, sans aucun problème. C'est vraiment à ce moment-là, l'esprit a une spontanéité, on dit une équanimité. Vraiment, il n'y a aucun facteur qui interfère dans la concentration, dans le calme de l'esprit. Donc, ça, c'est la 9e étape. Donc, on demande ensuite, est-ce que la 9e étape, c'est le calme mental? On dit non. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose encore qui manque dans la 9e étape qui fait que ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle chiné ou le demeure dans la paix. Même si la spontanéité de concentration, l'absence d'obstacles soit là à la 9e étape et aussi dans le calme mental, il y a quelque chose qui est différent entre le calme mental puis la 9e étape. Dans la 9e étape, c'est ici, puis la 10e étape, c'est elle qui représente le calme mental. Puis là, on voit le méditant assis sur un éléphant, puis le méditant qui vole en haut. Donc, ça représente la souplesse du corps et la souplesse de l'esprit. La souplesse du corps, c'est celui qui vole. La souplesse de l'esprit, c'est celui qui est assis sur l'éléphant. Donc, qu'est-ce qui nous manque dans le calme mental, dans la 9e étape qui fait que ce n'est pas le calme mental? C'est la souplesse. La souplesse physique et la souplesse de l'esprit. Aussi, cette souplesse-là engendre une félicité, une expérience de bonheur, une expérience de bien-être. Donc, ce qui nous manque, en fait, c'est ça. C'est le bien-être physique et le bien-être mental qui provient de la souplesse physique et de la souplesse mentale. Donc, c'est ce qui manque, c'est ce qui distingue la 9e, la 10e étape. Donc, je vais y revenir, mais juste avant, je vais terminer l'explication des 9 étapes. C'est quelque chose à voir. C'est un peu comme, juste pour revenir sur les 10 étapes, entre la première et la 2e étape, on dit qu'il y a dans les deux, beaucoup de dispersion d'esprit, beaucoup de distraction, d'agitation, etc. Mais il y a une différence parce que la première, il y a beaucoup plus que la deuxième. La deuxième, il y a moins de distraction. On est capable de rester plus longtemps en concentration dans la première. Donc, entre la 2e et la 3e, il y a une différence parce que la 2e, je n'arrive pas à ramener mon esprit vers l'objet. À la 3e, j'y arrive. Je le ramène. Entre la 3e et la 4e, il y a une différence aussi. Dans la 3e, je ramène mon esprit quand il s'est agité. Dans la 4e, je n'ai pas besoin de le ramener. Il reste établi en concentration. Je suis capable de le maintenir. Après, il dit entre la 5e, entre la 4e et la 5e, on dit la différence, c'est la présence ou l'absence de relâchement grossier. Ça veut dire que dans la 4e étape, il y a la présence de relâchement grossier, mais pas dans la 5e. À partir de la 5e, il ne reste que du subtil. Entre la 5e et la 6e, on dit que dans la 5e, il faut faire attention au relâchement subtil, mais pas à la 6e. À la 6e, il va beaucoup moins être dérangeant. Donc, entre la 6e et la 7e, dans la 6e, il faut quand même porter une attention au relâchement et à l'agitation subtile, mais à la 7e, plus besoin d'y faire attention. Comme maintenant, c'est rendu très facile. Entre la 7e et la 8e, la différence, c'est que dans la 7e, il y a encore présence, l'agitation, relâchement. Dans la 8e, il n'y en a plus. Et la différence entre la 8e et la 9e, c'est que dans la 8e, il faut faire un effort pour juste
comme arriver à l'équilibre méditatif, alors que dans le 9e, il n'y a aucun effort à fournir. C'est naturel. Le 9e, c'est comme une chanson qu'on a appris longtemps par cœur, puis là, que sans que personne nous la dise, on la chante dans notre tête sans aucune musique, sans aucune parole. On est capable de se rappeler par cœur la chanson. C'est un peu comme ça. Notre esprit est capable de rester concentré spontanément, sans aucune difficulté. Un peu comme, mettons, si moi j'ai un tempérament agressif ou colérique, donc sans qu'il ne se passe rien, des fois, juste tout de suite, je me mets en colère. Tout de suite, je me mets à dire quelque chose de blessant, mais celle-là, c'est spontané, tellement c'est fortement imprégné en moi. Donc, c'est la même chose là, mais spontanément dans l'équilibre méditatif. Aucune forme de perturbation mentale. Donc, à la 9e étape, il y a l'équanimité méditative, le facteur mental de l'équanimité qui est présent. Quand l'équanimité est là, donc on dit qu'il n'y a aucune place pour les perturbations mentales. Donc, vraiment, c'est à ce niveau-là. Après ça, quand on atteint le calme mental, c'est très bon parce que il n'y a aucune place pour les perturbations mentales. Donc, vu que cet état-là est agréable, plaisant, donc on est comme toujours en train de vouloir le continuer. Donc, c'est très difficile de perdre le calme mental une fois qu'on l'a atteint. Donc, comme ça, c'est aussi très encourageant. Donc, aussi dans l'image, il y a le chemin blanc qu'on voit. Il y a, en tout, il y a 4 courbes et 2 extrémités. Comme il commence en bas, il se termine en haut ou la 9e étape. Et entre-temps, donc, il y a 4 courbes. Donc, chacune des parties comme ça, les 2 extrémités puis les 4 courbes représentent ce qu'on appelle les 6 forces. Donc, pour atteindre le calme mental, ça nous demande le pouvoir ou ces 6 forces-là. La première force qui est nécessaire, on dit que c'est la force de l'écoute. Donc, pour commencer le chemin, pour atteindre la première étape du calme mental, c'est la force de l'écoute qui est nécessaire. Sans la force de l'écoute, sans avoir écouté, lu, entendu des enseignements, donc on n'aura pas la connaissance de « OK, il faut que je place mon esprit à l'intérieur, il faut que j'applique les antidotes au calme mental, etc. » C'est par la force de quelqu'un nous a donné l'information. On a lu, on a entendu, on a écouté quelque chose. Donc, c'est ce qui me permet d'essayer de concentrer mon esprit. Donc, une fois que la force de l'écoute me permet d'atteindre la première étape, donc là, il y a la première courbe ici qui est la force de la réflexion ou la force de la contemplation. On dit que maintenant, une fois que j'ai entendu quelque chose, pour progresser plus loin, il faut que moi-même, je comprenne comment y arriver, que moi-même, je réfléchisse, que j'analyse comment y arriver. Donc, c'est la force de la contemplation qui me permet d'aller plus loin, la force de la réflexion. Donc, grâce à la force de réflexion, j'approfondis ma pratique. C'est ce qui me permet d'atteindre la 2e étape. Ensuite, quand j'arrive dans l'autre courbe, donc c'est la force de l'attention que je dois développer. Donc, une fois que j'ai entendu l'information, que j'ai reçu l'information, que je l'ai comprise, donc là, je m'exerce vraiment à pratiquer les antidotes tels que l'attention et la vigilance. Donc, ça commence surtout par l'attention. Donc, c'est pour ça que l'attention me permet d'éviter que mon esprit s'agite dans toutes les directions, que mon esprit oublie, etc. Donc, je le ramène, je le maintiens avec plus de force, etc. Donc, c'est l'attention qui me permet d'atteindre les étapes 3 et 4. Une fois que cette attention-là est rendue plus forte, donc là, il y a l'autre courbe qui arrive, et là, c'est la force de la vigilance. Donc, la force de la vigilance, elle me permet d'atteindre les étapes 5 et 6, parce que là, je suis capable grâce à l'attention, de vraiment percevoir dans mon esprit les moindres petits mouvements subtils d'agitation, de relâchement, puis de les pacifier grâce à la force de la vigilance. Donc, étapes de 5 et 6 peuvent être atteintes sur le support principalement de la force de la vigilance. Après, donc, la dernière courbe, qui est la 5e force, c'est la force de l'effort joyeux ou de la persévérance. Donc, grâce à l'effort joyeux, je suis capable par le pouvoir de la joie, de vraiment éliminer de plus en plus les obstacles jusqu'à leur niveau le plus subtil. Parce que là, j'ai vraiment reconnu le grand, comme on voyait avant, c'est vu les grands avantages du calme mental, j'ai vu tous les avantages, j'ai développé l'aspiration à les développer, l'effort joyeux, donc, arrive naturellement. Puis là, je suis capable de surmonter les moindres petits obstacles comme ça qui restent, très subtils, pour éliminer l'agitation, le relâchement, donc pour atteindre le calme mental. Donc, comme ça, les étapes 7 et 8 sont atteintes grâce au pouvoir de l'effort joyeux ou la persévérance. Et la dernière partie donc, du chemin blanc, c'est la dernière force, qui est la force de la familiarité. Donc, tout ça,
d'avoir entendu, d'avoir réfléchi, d'avoir été attentif, vigilant, d'avoir développé l'effort joyeux, mais permet d'atteindre une complète familiarité avec les éléments positifs qui me permettent d'atteindre le calme mental. Et c'est ce qui me fait atteindre la 9e étape. Puis, ultimement, en m'exerçant à la 9e étape, c'est là que je vais atteindre le calme mental. En fait, une fois rendu à la 9e étape, il n'y a rien d'autre à faire que juste continuer à pratiquer de la même façon, à garder l'esprit en équilibre méditatif. Et naturellement, la souplesse va se manifester, puis le bien-être qui en découle aussi. Donc, comme ça, il y a les 6 forces qui sont représentées. Il y a aussi, c'est pas représenté sur l'image, mais on dit qu'il y a quand même 4 formes d'application qui doivent être faites pour arriver à atteindre le calme mental. En fait, le processus mental de l'application, c'est celui qui nous permet d'appliquer notre esprit à atteindre la concentration. Il y a 4 niveaux d'application. On dit le premier niveau d'application, c'est sur les 2 premières étapes. Dans les 2 premières étapes, on dit que ça prend une application qui est fabriquée ou comme on dit intense, une application intense. Pour atteindre la première et la 2e étape, il faut vraiment mettre beaucoup d'intensité dans notre concentration, attention, vigilance, parce que les obstacles sont trop forts, donc ça demande une grande intensité. Donc, pour arriver à trouver une forme de concentration à ces niveaux-là, il faut avoir une application intense. Une fois que les niveaux les plus grossiers de notre esprit sont diminués, donc là, on arrive à une application sur les étapes 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a une application qui va être là maintenant interrompue. Donc, on l'appelle application interrompue parce que même si elle n'est plus si intense que ça à ces étapes-là, mais il y a encore beaucoup d'agitation de relâchement sur toutes ces étapes-là. Donc, vu qu'il y a la présence d'agitation de relâchement, donc notre concentration, notre application est toujours interrompue par des obstacles. Donc, on l'appelle application interrompue. Après, on arrive à la 8e étape. On dit l'application est ininterrompue parce qu'il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'agitation, il n'y a plus de relâchement. Donc, l'application qu'on fait est ininterrompue. Puis la 9e étape, c'est une application aussi ininterrompue, mais on ne l'appelle pas comme ça parce qu'elle est en plus spontanée. Une application spontanée, pas besoin de faire d'efforts, rien de spécial à faire. Spontanément, naturellement, par le pouvoir de la familiarité, notre esprit demeure en équilibre méditatif. Donc, comme ça, on parle des 4 formes d'application que notre esprit peut avoir. Donc, au départ, c'est ça, c'est plus difficile, c'est normal. C'est l'application intense parce que notre esprit n'a pas de familiarité avec les antidotes. On n'a pas l'habitude de pratiquer l'attention, la vigilance. Donc, à cause de ça, notre esprit n'arrive pas à trouver la concentration facilement, donc le calme mental facilement. C'est normal, mais si on veut y arriver, il faut faire des efforts au début, puis après, ça va devenir de plus en plus facile. Donc là, on a terminé pour les 9 étapes. Donc, il nous reste maintenant la 10e étape. Donc, j'avais dit tantôt, la 10e étape, c'est comme la 9e étape. On a un équilibre méditatif. Il y a la spontanéité, la familiarité qui est présente. Donc, il n'y a aucune difficulté à rester concentré pendant de longues périodes. Il n'y a plus d'obstacles du tout. Donc, c'est une application qui est spontanée. Donc, ça, c'est autant la 9e que la 10e. Mais la différence, c'est que dans la 10e, il y a en plus la souplesse qui est atteinte, la félicité qui découle de cette souplesse-là. Donc, tant que la félicité et la souplesse ne sont pas atteintes, on ne parle pas du vrai calme mental. Donc, c'est pour ça qu'on doit atteindre cet état-là. Puis, comme je disais, bien, pour l'atteindre, il suffit juste de se familiariser avec la 9e étape. Il n'y a rien d'autre à faire de spécial. Les obstacles sont terminés. Il faut juste laisser le temps à ce que l'esprit se familiarise puis atteindre cette souplesse-là. Donc, comment ça se passe dans le processus? Il y a la souplesse mentale et la souplesse physique. Qu'est-ce qui est atteint en premier? C'est la souplesse mentale. Et après, la souplesse physique. Donc, c'est sûr que il y a différentes techniques, comme quand, par exemple, les gens pratiquent le yoga ou le tai chi, des exercices comme ça, bien sûr que ça va aider à avoir une forme de souplesse. Quelqu'un qui aurait la difficulté comme ça à trouver comme le bien-être intérieur. Donc, comme ça, en passant par des exercices comme le yoga, donc, ça amène une certaine souplesse physique, mais aussi une souplesse intérieure. Dans le sens que quand on fait les exercices physiques, par exemple, en exerçant le corps, donc, ça focalise notre esprit aussi sur certains mouvements. Puis, dans le fond, on utilise les postures physiques, les mouvements physiques,
pour arriver à trouver une souplesse. Mais en tant que tel, si notre esprit était très tendu, il n'était pas souple, même si quelqu'un nous forçait à faire ces mouvements-là, ça ne serait pas possible. Notre corps ne serait pas capable d'être souple. Donc, en tant que tel, on dit que la souplesse du corps va être atteinte sur le support de la souplesse de l'esprit. C'est pour ça que dans comme l'explication comme ça du calme mental, quand on parle de la posture en 7 points, on dit que par la pratique comme ça de la concentration, avec la posture en 7 points, avec le dos droit, les jambes, etc., il y a la possibilité d'atteindre le calme mental et la souplesse. Parce qu'on arrête dans l'esprit toutes les fonctions les plus grossières, les plus dérangeantes. Puis là, tranquillement, notre esprit devient de plus en plus posé. Puis, cette souplesse-là de l'esprit, cette forme de concentration, de calme dans l'esprit, elle va amener la souplesse au niveau du physique aussi. Donc, comme ça, on dit que la première étape qui se passe en premier, c'est la souplesse de l'esprit et ensuite la souplesse du corps. Donc, quand l'esprit est complètement pacifié, calmé de toutes les perturbations mentales, donc l'esprit est toujours véhiculé par des vents énergétiques, de l'énergie qui circule dans les canaux subtils. Donc, cette énergie-là va circuler vraiment librement parce que les fonctions de l'esprit négatives, les facteurs mentaux perturbants comme l'agitation ont été terminés. Comme par exemple, quand on parle du corps subtil dans la philosophie bouddhiste, on dit si notre esprit est emporté par les perturbations mentales, donc ça va créer certains blocages dans certains centres d'énergie, les chakras, etc. Puis après, donc, on va avoir aussi des malaises physiques, des maladies, etc. Donc, c'est l'esprit qui est à la base de ça. Si on libère l'esprit des perturbations mentales, donc là, l'énergie circule bien, comme quand on est joyeux, quand on est détendu, quand on n'a rien qui nous perturbe l'esprit, on se sent léger, l'énergie circule bien, on a des sensations agréables. Donc, tout ça passe par, premièrement, la souplesse de l'esprit, la flexibilité de l'esprit, le fait d'être capable de être libre de perturbations mentales. C'est ce qui amène la souplesse au niveau de l'esprit. Donc, quand cette souplesse-là de l'esprit est atteinte, ça permet une circulation d'énergie parfaite dans le corps. Donc, c'est ce qui permet la souplesse physique. Puis, ce qui est représenté dans l'image, en fait, c'est sûr, ça nous paraît un peu comme imaginaire ou je ne sais pas quoi, mais on dit que vraiment, quand on atteint la réelle souplesse du corps et la réelle souplesse de l'esprit, donc on est capable d'avoir des pouvoirs surnaturels, tels que réellement voler. Okay? Non seulement parler de la lévitation, mais aussi d'être capable de se lever comme ça dans les airs. Quand on a la souplesse de l'esprit, on dit que donc les pouvoirs tels que la clairvoyance, connaître le passé, futur, connaître l'esprit des autres, une sorte un peu de pouvoirs surnaturels qui peuvent être développés sur la base du calme mental. Dans la philosophie bouddhiste, comme il y a plusieurs qualités, mais vraiment la concentration, on dit sa fonction, c'est d'être capable de pouvoir nous permettre de développer la sagesse, mais aussi d'être capable d'avoir des perceptions ou des pouvoirs extrasensoriels ou surnaturels. Donc, il y a à ce niveau-là la souplesse comme ça physique et mentale qui sont atteintes. Puis, donc, en premier, la souplesse mentale. Deuxièmement, la souplesse physique. La souplesse physique, elle, la bonne circulation d'énergie dans le corps, il n'y a plus de blocage. Donc, ça amène des sensations extrêmement agréables et plaisantes dans le corps. Donc, ça l'amène, on dit, la félicité physique. La félicité physique, elle, vu que notre esprit, donc, est accompagne le corps, donc, des sensations physiques agréables vont produire dans l'esprit des sensations agréables. Donc, comme ça, il y a, dans cet ordre-là, les 4 phénomènes qui sont atteints. La souplesse mentale, qui engendre la souplesse physique, la souplesse physique qui engendre le bien-être physique, puis le bien-être physique qui engendre le bien-être de l'esprit. Donc, une fois que ces phénomènes-là se sont produits, on dit que l'esprit est tellement débordant de joie et de félicité que il arrive moins à rester en concentration. Un peu comme quand on est trop excité, okay, on arrive comme bonne nouvelle, okay, l'esprit est trop excité, il n'est pas capable de rester calme. Donc, même chose, notre esprit est trop comme excité, trop content, comme merveilleuse sensation physique, de l'esprit, etc. Mais tranquillement, cette sensation-là s'apaise quand l'énergie, tout ça dans le corps s'équilibre. Et après, donc, on est capable d'avoir
un sentiment profond de bien-être physique et mental en équilibre avec une parfaite concentration. Donc, comme ça, il y a certaines choses. Il dit comme certaines sensations aussi, comme dans, je pense, il dit certaines sensations sur la tête aussi, comme quand on a coupé les cheveux, quand on a les cheveux fraîchement rasés, quelque chose comme on passe la main, comme ça, une sensation agréable, quelque chose comme une sorte d'expérience un peu comme spéciales qui sont vécues à ce moment-là. Aussi, il dit quand on reste en concentration à ce niveau-là, donc pendant la méditation, notre esprit, comme exemple, habituellement on dit moi je médite sur ça, il y a comme une genre de dualité qui se passe, mais vraiment quand on médite comme ça, l'esprit se concentre sur quelque chose, la seule chose qui apparaît durant la méditation, c'est comme l'objet. Dans le fond, on est comme fusionné avec l'objet. Il n'y a plus rien qui fait d'obstacle comme ça, donc c'est très facile de rester concentré pendant de longues périodes. Si on voudrait développer par exemple la compassion, c'est l'amour, comprendre la vacuité, l'impermanence, etc. Donc, il n'y a plus rien qui fait obstacle. C'est les bruits ou quoi que ce soit, ça fait plus obstacle. Vraiment, notre esprit est totalement absorbé en méditation. Donc, c'est très puissant, c'est merveilleux. Toutes des choses qu'on peut atteindre, mais pour y arriver, il faut aller étape par étape. Si on va atteindre la 10e étape, il faut atteindre la 9e. Si on va atteindre la 8e. Si on va atteindre la 8e, la 7e. Donc, maintenant, pas le choix de passer par la première. Tranquillement. C'est bon. OK. Maintenant, j'ai terminé. Juste l'essentiel comme ça pour le calme mental. OK? Donc, on va juste faire une petite période de méditation. Après, on va parler ensemble, échanger si on a des questions.